Donc, pour voir un peu, est-ce qu'il y a des paramètres, des piliers qui sont améliorés, qui viennent impacter notre charge de travail, par exemple, puis qui viennent diminuer nos performances, puis qui viennent augmenter nos risques de blessures. Avec le Perfo Elite Podcast, vous allez passer de la préparation à l'évaluation, au suivi, jusqu'à l'entraînement. Nous allons parler de récupération, de mindset, d'habileté individuelle, de posturologie et de nutrition. Tout ça pour vous faire progresser et performer immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Bienvenue au Perfo Elite Podcast. What's up tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 8 du Perfo Elite Podcast. Aujourd'hui, on va parler des charges de travail. Donc, on va pouvoir décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'une charge de travail, qu'est-ce qui peut venir impacter vos performances dans vos pratiques, vos games, vos hors-glace. Tout ce qui peut venir en fait impacter et éviter aussi, on va parler également de surentraînement, donc comment pouvoir éviter ce concept-là que aucun joueuse veulent se rendre là parce que les blessures augmentent, mais également les performances diminuent. Donc, on ne veut pas se rendre au niveau du surentraînement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui l'importance de bien mesurer, faire bien suivre en fait nos charges de travail. Donc, je vous présente encore une fois, comme la semaine dernière, un petit support visuel. Libre à vous de l'écouter encore une fois via Spotify en audio ou encore de se diriger vers YouTube pour avoir le support visuel. Donc, nos charges de travail. Ce qu'on doit comprendre, c'est que les charges de travail, on peut les diviser en deux. Donc, un peu dans le même style en fait que au niveau du stress, donc gestion de stress, source de stress. Donc, on a les charges de travail internes et externes. Donc, qu'est-ce que la différence entre les deux? Super simple. Les charges de travail au niveau interne sont beaucoup les charges, en fait, tout ce qui va être perçu par l'athlète, donc pendant un effort, que ce soit une compétition ou encore un entraînement. Donc, comment est-ce qu'on peut les mesurer ou quel genre de charge interne, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simple. Tout ce qui va être votre fréquence cardiaque, c'est une source de charge de travail interne. Donc, comment on fait pour mesurer ça? On peut avoir des montres Fitbit, Apple Watch, des bagues, exemple, comme la Oura Ring, qui est très, très précis, en fait, qui permet de tracker, donc de suivre ce paramètre-là, donc d'autres paramètres, bien entendu, mais tout ce qui va être fréquence cardiaque, donc aussi le HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque également, qui sont deux paramètres hyper importants et bénéfiques à tracker pendant nos efforts. Ils peuvent nous donner beaucoup de renseignements, donc hyper pertinent. On a aussi tout ce qui est perception de l'effort, niveau de stress également. Donc, c'est des charges de travail, donc des façons de pouvoir mesurer notre charge de travail au niveau interne. Donc, vraiment, tout ce qui va être perçu par l'athlète, c'est un des paramètres très, très importants. Donc, au niveau de la charge interne. Au niveau de la charge externe, là, on va jaser un petit peu plus de tout ce qui va être, exemple, des distances parcourues, des poids soulevés, exemple, dans le gym, le nombre de séries de répétitions, donc un volume d'entraînement, une intensité d'entraînement également. En termes de parler sur la glace, donc j'ai parlé un petit peu de distance parcourue. Donc, tu sais, dans vos pratiques, c'est plus des flow drills où est-ce qu'il y a beaucoup de patinage, ou est-ce que c'est plus des situations, tu sais, on travaille plus au niveau de technique, donc moins de déplacement. Donc là, le volume est un petit peu moins grand. Donc, ça peut parler aussi, là, on parle de distance, mais pour se déplacer, bien, ça demande une certaine vitesse, des accélérations. Donc, est-ce que pendant votre game, la moyenne de votre vitesse était à 65% de votre vitesse maximale, donc toute la moyenne de votre game, ou bien était plus à 50%, était plus à 80%, exemple. Donc, on comprend que la distance parcourue peut venir impacter notre charge, mais en fait, venir impacter directement notre charge de travail externe, mais également à quelle vitesse qu'on se déplace, qu'on fait cette distance parcourue-là, en fait. Et un autre paramètre hyper important, mais la durée de l'effort. Donc, est-ce que c'est des trainings de 30, 45 minutes, 60 minutes, 90 minutes, nos pratiques? Exemple. Donc, tout ça va venir perturber
en fait, notre charge de travail à ce niveau-là. Donc, super, super important de comprendre que il y a 2 types de charges de travail qui existent. Donc, la charge interne et la charge externe. Donc, nous, avec nos équipes, avec nos athlètes, en privé, semi-privé, peu importe, on a des check-ins où est-ce que les athlètes remplissent à tous les semaines, donc de façon hebdomadaire, pour nous permettre de tracker ces paramètres-là. Donc, on vient tracker le plus possible de paramètres pour pouvoir nous donner un critère un peu sur justement leur charge de travail, donc leur load en termes d'effort. Donc, pour voir un peu, est-ce qu'il y a des paramètres, des piliers qui sont améliorés, qui viennent impacter notre charge de travail, par exemple, puis qui viennent diminuer nos performances, puis qui viennent augmenter nos risques de blessures. Donc, tout ça, ça nous sert exactement à ça. Donc, de un, augmenter nos performances, mais aussi de diminuer tout ce qui est risque de blessure à l'aide de ce genre d'appareillage-là, d'outils qu'on utilise pour pouvoir tracker en fait le load d'un athlète pendant une saison, mais pendant le hors-saison également. Donc, c'est super important en fait d'avoir un suivi précis à ce niveau-là avec un professionnel, votre préparateur physique. Ça va permettre en fait de pouvoir créer des discussions, de voir la moyenne d'une équipe par exemple, donc super important, donc voir la moyenne d'une équipe, où est-ce que l'équipe se dirige généralement, puis après ça tu peux voir de façon plus individualisée les joueurs, un joueur à la fois pour voir OK, est-ce que lui, ça va bien? Puis, fait que là, on peut venir créer des discussions, puis venir optimiser avec les athlètes directement, mais pouvoir créer des discussions aussi avec les coachs, donc qui sont sur la glace, qui peuvent, eux, jouer aussi sur leur planification, donc pour permettre aux joueurs de bien récupérer. Exemple, si on voit que la charge de travail est tellement haute, là, oh, OK, ben là, c'est peut-être le gars de gym, exemple, ou peu importe, qui va venir réduire son volume pour jouer avec ça, pour laisser la place au coach sur la glace, parce que là, il y a soit des grosses games ou un tournoi qui s'en vient. Donc, super, super important d'avoir une collaboration à ce niveau-là. Donc, nous, c'est ce qu'on fait vraiment avec nos équipes, avec les coachs qu'on côtoie. Puis, on vient tracker exactement ces paramètres-là pour nous aider, nous, dans le gym, de pouvoir optimiser les performances, oui, mais aussi, il faut prendre en considération que dans une saison, qu'est-ce qui est le plus important? C'est vraiment de performer sur la glace. Donc, ça nous permet de pouvoir jouer donc avec tout ça, puis de nous donner un portrait plus global que juste la perception de qu'est-ce qu'on voit. On l'a vu tantôt, la perception des athlètes, exemple, c'est plus au niveau des charges internes, mais il y a tout ce qui est charges externes aussi à prendre en compte, puis les deux vont un avec l'autre. Donc, si tu ressens, exemple, une charge interne comme la perception de l'effort, que tu sens que tout est vraiment, vraiment tough, c'est dur de faire un effort, que normalement, c'est pas autant dur. On va dire que là, tu es à une échelle de 9 sur 10 en termes d'effort, que c'est difficile. Mais en plus de ça, tu viens combiner le training pendant 90 minutes, 4 fois semaine, exemple. Ben là, le fait de trouver tout ça trop difficile, plus la grande charge de volume d'entraînement, les deux combinés ensemble, c'est ce qui va venir créer un peu ta charge de travail totale. Donc, c'est important de faire les liens entre les deux pour pouvoir optimiser les performances, parce que sinon, ça ne sert absolument à rien si tu viens performer sur la glace seulement à 70% à toutes les fois, ou tu régresses de semaine en semaine à coût de 2% jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est pas capable de récupérer. Donc, encore une fois, on voit le lien avec le podcast de la semaine passée, puis on voit le lien avec les anciens podcasts aussi de récupération et tout ça, que tout est interrelié, puis un affecte directement un autre pilier. Donc, c'est super important d'avoir en fait un bon suivi d'un athlète, puis d'un groupe aussi, donc d'une équipe. Il existe plusieurs façons de pouvoir mesurer ces paramètres-là, puis de pouvoir se faire une tête à ce niveau-là. Nous, on utilise ce genre de tracking-là pour chacun de nos piliers, en fait. Donc, nos 6 piliers, plus tout ce qui est charge, donc le workload, donc la charge de travail. On vient quantifier tout ça d'une façon très précise, le plus possible. Puis, en fait, c'est vraiment important de venir choisir, en fait, le contexte le plus adapté aussi. On ne va pas poser 45 000 questions, mais qu'on s'en sert seulement 3. Fait que, les questions qu'on pose, c'est parce qu'on s'en sert. Puis, c'est important aussi puis de comprendre que au hockey, c'est pas tout qui va venir influencer nécessairement autant un que l'autre. Donc, c'est vraiment de prendre le contexte, puis de l'appliquer
pour que ça nous soit utile, en fait. Donc c'est ça au niveau du suivi. Puis, tu sais, c'est une des choses qui est important avec ça. C'est bien beau avoir, par exemple, on peut voir à l'écran ici, un rapport qui est super, qui est tape à l'œil, qui est super beau, très bien monté comme ça, exemple, mais si c'est un suivi qui ne se fait pas de façon récurrente, régulière, puis qu'on le fait, exemple, au mois ou aux 2 mois ou une semaine sur 2, puis, ben, tu sais, on n'aura pas l'heure juste. Donc, c'est important d'avoir une discipline à ce niveau-là, puis de le faire de façon régulière, récurrente, sur des courtes périodes de temps. Donc, nous, on l'utilise aux semaines. Idéalement, on pourrait le faire aux 2 fois semaine, donc bi-hebdomadaire, donc 2 fois semaine. C'est ce qui serait vraiment le plus efficace. On aurait un portrait global, on pourrait voir les tendances beaucoup plus facilement chez nos athlètes. Mais c'est vraiment les règles d'or donc d'un suivi à ce niveau-là, puis qu'il y a des charges de travail. Il faut comprendre qu'il en existe 2 différents types, internes, externes, et que les 2 viennent se multiplier ensemble, entre guillemets, ou est-ce que ça ne veut pas nécessairement dire que tu fais beaucoup de volume, que nécessairement ta charge de travail va être extrême. Tu sais, si ton effort que tu donnes est un 40%, mais sur un gros volume, ben, tu sais, ta charge de travail va peut-être être la même que quelqu'un qui a fait la moitié de ton effort, mais à 8 sur 10. Donc, c'est important de comprendre que les différents types de charge de travail viennent se multiplier ensemble pour créer un workload total, donc une charge de travail totale dans notre système, et qu'à partir de cette charge totale-là, ça nous permet de voir justement est-ce qu'un athlète est capable de continuer à progresser avec un workload qui augmente, ou plus que le workload augmente, exemple à partir d'un certain threshold, là la récupération, on dirait qu'elle vient de crash down, elle vient de descendre, puis le sommeil aussi, ok, là ça donne des red flags, ça donne des yellow flags, ou est-ce que, ok, il faut faire attention à ça, red flag, déjà rendu trop tard. Fait que là, on jump dessus le problème, puis on s'attaque à ça pour venir booster ce pilier-là, parce que c'est pas vrai que si on le laisse descendre, diminuer, ben on va continuer à progresser et à performer. C'est important des fois de faire un step down en arrière, relaxer, faire moins de volume, moins d'intensité, exemple, pour pouvoir récupérer, parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça risque d'arriver sur le surentraînement. Donc, une courbe de ce genre-là, où est-ce qu'il faut comprendre que quand tu crées un entraînement, tu crées une demande physique à ton corps, tu vas avoir une drop un petit peu au niveau de tes performances. C'est normal, tu viens de faire un training ou une pratique. Donc, tu crées une diminution au niveau des performances, donc de ton énergie, on va dire, efficace. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'après ça, tu laisses un temps de récupération, right? Pour venir récupérer de ces trainings-là que tu as fait, exemple, la veille. Bien là, la courbe a descendu parce que tu as fait un effort. Puis là, la courbe, avec ta récupération, elle vient réaugmenter. Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne réussis pas à réaugmenter aussi haut que tu étais au début? Puis là, tu te réentraînes encore. Bien là, ta courbe a remonté, mais pas aussi haute qu'elle était au début. Puis là, paf, ça redescend encore parce que ça revient de redonner une go sur ton corps. Puis là, tu ne récupères pas encore assez. Paf, tu redonnes un autre drop avec un autre training. Puis là, tu te dis, crème, je pousse pas fort. Ok, là, je vais me défaire dans le gym ou je vais aller courir 10 km, exemple, parce que ça te tente. Donc, tu décides de vouloir te donner de quoi là, qui va te casser raide. Puis là, la drop va être encore plus grande parce que plus que le workload, l'effort perçu, l'effort donné intense avec le volume d'entraînement se mélangent ensemble, plus que ta drop est down, plus que tu as besoin de récupération. Donc, la semaine passée, on s'en souvient, au niveau de gestion de stress, gestion de la récupération, si on est tout le temps dans le tapis, en termes de stress, on n'aura jamais de buffer pour pouvoir récupérer. Donc, ça revient se représenter ici aussi que si en plus de ça, on vient mélanger une autre source de stress en plus, ben là, je veux dire, on se fait un cocktail pour zéro s'aider, là, tu sais. Donc, super important de comprendre que quand tu fais un entraînement, ta courbe descend puis tu dois remonter plus haut que tu étais pour pouvoir refaire un training, redescendre, et qu'au lieu que ça descende tout le temps, en fait, ta courbe, ben qu'elle monte, elle descend, puis elle remonte plus haute, puis elle redescend, puis elle remonte encore plus haute pour te permettre de progresser, en fait. Parce qu'il y aura zéro progrès là-dedans, même que c'est complètement dangereux pour les risques de blessures. Là, on parle de blessures physiques, mais aussi blessures mentales. Donc, au niveau plus psychologique, ça va être difficile parce que vous n'allez pas performer si vous êtes dans ce genre de courbe-là.
Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu te poses des questions, puis là, ça commence à jouer dans la tête, puis là, c'est pas le fun, ça. Donc, c'est super important de voir nos signaux d'alerte, de voir que, OK, là, je commence à y avoir de la fatigue. Déjà, là, si tu commences à être fatigué, pas directement après un training, mais tu sais, fait 2-3 jours, tu n'as rien fait, tu es encore brûlé, ben, c'est pas normal. Signaux d'alerte, regarde ça comme il faut. Si tu commences à être malade, à ressentir des douleurs, que tu te blesses, ben là, oublie ça. Là, c'est sûr que si tu te blesses parce que tu as fait un face-à-face puis tu as une commotion cérébrale, là, c'est peut-être pas dû à cause d'un surentraînement. Mais si tu te blesses sur un mouvement de routine de base parce que tu n'as pas été assez sharp, par exemple, puis présent mentalement pour être à faire des mouvements de qualité, par exemple, ben, excuse-moi, mais c'est pas nécessairement supposé arriver, ça. Là. Donc, c'est tous des signaux, ce genre-là, de si tu as des changements de comportement, ton rythme cardiaque n'est pas comme d'habitude, il est augmenté, par exemple, ou même qui peut être diminué, ben, tu sais, c'est des signaux à prendre en compte que c'est pas normal, puis là, on commence à embarquer dans une roue où est-ce que c'est vraiment pas optimal, puis que le surentraînement commence à embarquer. Si nos baisses de performance, on voit qu'on a une baisse de performance que d'habitude, ben, c'est pas normal ça non plus. On est supposé progresser normalement et non diminuer. Puis là, si on va un petit peu plus loin, s'il y a des pertes d'appétit ou de poids, exemple, non voulues, ben ça aussi, c'est des signaux à prendre en compte qu'on risque de peut-être embarquer dans une boucle de surentraînement, puis c'est pas efficace. Là. 0, 0, 0. Ça, c'est le genre de courbe qu'on aimerait avoir. Donc, on aimerait avoir une courbe où est-ce qu'on crée un stimuli d'entraînement, exemple, une pratique ou un off-ice, peu importe. Boum, là, il y a de la fatigue, fait que là, ça drop. Après ça, on va avoir une recovery curve, fait qu'on veut avoir une courbe de récupération qui monte plus haute que notre baseline, si on peut l'appeler, donc notre premier training qu'on a créé, qui monte plus haute pour créer un concept de surcompensation où est-ce qu'on a récupéré plus que qu'est-ce qu'on a été fatigué, exemple, pour après ça, refaire un training pour redescendre, puis là, de créer cette boucle-là à l'infini, en fait, de pouvoir monter puis de progresser. C'est dans ce genre de courbe-là qu'il va y avoir une progression. Donc, c'est pas vrai que si tu as un congé un mercredi, exemple, puis que tu décides d'aller te casser le corps dans un gym parce que, hey, crème, j'ai un congé, m'aller me défoncer, m'a faire des squats, puis m'a tout me casser, en plus de ne pas y faire, exemple, comme du monde, ben là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, ton workload va être encore plus grand, tu vas être encore moins capable de récupérer. Ce qui va arriver, tu vas être encore moins capable de performer. C'est tout contre-indicatif, cela. Tu ne veux pas te rendre dans cette situation-là. Il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu réussisses à comprendre cette curve-là, parce que c'est ça ici qui va te permettre de progresser et non l'inverse de tout le temps vouloir performer à 100% le plus possible. C'est pas ça qui va t'aider à évoluer, à performer. Il va y avoir des moments où est-ce que, oui, il va falloir ouvrir plus la machine, plus la valve, exemple, dans un off-season, donc dans le gym l'été. Là, peut-être que oui, c'est la valve, on l'ouvre un peu plus. Mais c'est important de récupérer. C'est pas à cause qu'on ouvre la valve plus dans le gym dans l'été que tu dois aussi aller faire 800 heures de skill session en plus de ça, puis d'aller te taper des rounds de golf à pied, exemple, 2,18 par jour. Tu sais, là, je donne un exemple extrême, mais si je donne cet exemple-là, c'est parce que j'ai déjà vu quelque chose de pas loin, mais c'est tout contre-indicatif. Si tu veux pas te rendre là-dedans, tu veux comprendre que ça prend malheureusement, la courbe de récupération doit être plus haute que le stimuli d'entraînement que tu as eu. Puis malheureusement, ben, si tu veux l'augmenter, cette courbe-là, ben, plus que tu vas être sharp, plus que cette curve-là, tu vas pouvoir, tu vas saisir ton corps, comment est-ce qu'il fonctionne. Puis malheureusement, ça prend un temps de récupération. La seule façon d'éviter ce temps-là ou de le diminuer le plus possible, ça serait de ne pas être legit, puis de prendre des stéroïdes, exemple, pour venir créer cette curve de récupération-là beaucoup plus rapidement. Mais on ne veut pas se rendre là-bas. Donc, c'est super important de comprendre si on a une journée de repos, puis ça, vous pourriez le demander à n'importe quel joueur professionnel, la AHL, NHL, peu importe, même junior majeur, quand ils ont une journée off, ils apprennent leur journée off. Pourquoi? Parce que c'est très difficile mentalement, très difficile physiquement une saison de hockey. Là, vous êtes probablement la majorité, vous êtes tous jeunes, vous avez de l'énergie,
puis vous le remarquez pas encore, votre perception n'est pas encore assez développée, vous ne le remarquez pas nécessairement ces signaux-là encore, mais je vous dis, c'est pas rendu à la fin de la saison que c'est supposé éclater, que là, vous le sentez vraiment, puis si vous le sentez plus tard, il risque d'être trop tard. Fait que tu sais, prenez en compte ça, c'est super important d'avoir une courbe de force hyper bénéfique, qu'on va chercher une récupération plus haute que notre baseline, parce que sinon, c'est impossible que vous allez être capable de performer dans le gym, sur la glace, et de progresser. On s'entend que c'est ce qu'on souhaite, une progression. Dans une saison, on veut progresser sur la glace. Dans le gym, on veut maintenir, éviter les blessures beaucoup plus que de progresser. Donc, c'est important de prendre ça en considération, que nos charges de travail sont reliées entre la charge de travail interne et externe qui crée une charge de travail totale. Donc, gardez ça en tête, trackez-le, surtout trackez-le parce que c'est difficile sinon de se faire une tête par rapport à ça si on n'a aucune donnée, on le track pas. Donc, nous, chez Perfolite, avec nos athlètes, on a des équipes qu'on n'entraîne même pas, mais qu'on fait quand même ce genre de suivi-là. Les joueurs-joueuses remplissent leur questionnaire, puis que nous, on peut redonner ces rapports-là au coach. Donc, les rapports qu'on voyait plus tôt, donc je les représente ici. Donc, ce rapport-là, tant individuel, mais qu'en équipe. Puis, ça permet justement aux professionnels, aux entraîneurs, aux préparateurs physiques, peu importe des autres équipes, de pouvoir prendre ça ici puis de voir où est-ce que l'équipe s'en va. C'est vraiment, vraiment important pour pouvoir piquer dans les moments importants. Donc, c'est pas vrai que faire une planification en début de saison, on la suit à la lettre puis ça va fonctionner. Il y a beaucoup d'autres paramètres qui viennent influencer le tout. Donc, ça vient super important de comprendre qu'est-ce qu'une charge de travail totale, interne et externe, mais de comprendre à quoi que ça peut servir, puis de comprendre que c'est important de venir le tracker. Donc, nous, on track chacun de nos 6 piliers, plus le pilier workload, qui viennent nous donner une stats de readiness totale. Puis on track beaucoup nos trainings, puis des discussions avec les entraîneurs avec ce score de readiness-là. Parce que, de un, c'est prouvé que ça permet justement d'optimiser la récupération, optimiser les performances sur glace, hors glace, d'éviter les blessures. Donc, ça fait environ 2 ans qu'on utilise ces systèmes-là. Puis, à date, les résultats sont incroyables. Donc, super, super important de, un, comprendre qu'est-ce qu'une vraie charge de travail totale, mais de comprendre aussi comment le tracker, le suivre, puis que c'est important d'avoir un suivi régulier, même si on est peu importe où dans le monde, exemple, c'est important d'avoir ce genre de suivi-là parce que ça permet en fait de pouvoir optimiser chacun de nos piliers, mais optimiser les performances tout en diminuant les risques de blessures. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous voulez essayer ce genre de suivi-là, tracking, ça va me faire plaisir de vous envoyer le lien du questionnaire pour pouvoir vous fournir des rapports comme ça. Donc, juste à nous écrire, ça va nous faire plaisir de pouvoir vous aider à performer, à optimiser vos performances également. Donc, si vous avez aimé, partagez le podcast, que ce soit YouTube, Spotify, peu importe, avec vos teammates de votre équipe. Même des adversaires, à la limite, ça pourrait être super bien aussi. Mais c'est ça, partager, laisser un avis 5 étoiles, c'est ce qui va nous aider en fait à atteindre notre mission d'aider le plus de joueurs-joueuses possible dans leur développement pour atteindre l'excellence au hockey. Donc, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, puis on se dit à la semaine prochaine.